Normalement, oui. Alors, bonjour, Il y a bonjour à tous. 25 Oui, participants là, 28. c'est ça. On attend quelques minutes que tout le monde se connecte. 33, 35, 39, 40. Bon, je pense qu'on peut démarrer. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui à ce webinaire, ce premier webinaire 2024 sur la lecture des comptes rendus de chirurgie digestive. Qui est animé par le docteur Léonore Benaïm, qui travaille à l'Institut Gustave Roussy. Et je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter et éventuellement démarrer sa présentation. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, Oui, Alors, je vais partager l'écran. Ça marche ça? oui, c'était bon. alors, juste un instant, Margot me dit qu'elle n'a pas le son. Est-ce que d'autres personnes, vous avez le son? Ça marche, ok, ça marche. C'est Merci. bon, tout le monde le son, ça s'est rétabli. C'est bon, tu peux y aller. Alors, donc, bienvenue. On va parler aujourd'hui de la lecture des comptes rendus opératoires un peu en général et puis en particulier en chirurgie digestive et essayer de faire un petit peu des indispensables qui doivent être présents dans ce compte rendu. Je suis chirurgien digestif à Gustave Roussy et je fais de la chirurgie colorectale et œsogastrique essentiellement. Dans les comptes rendus opératoires doivent figurer en premier lieu, vous l'imaginez bien, les données administratives. Alors, ça paraît assez trivial, mais il faut, par exemple, là, une identification complète du patient avec son nom, son prénom, son âge, mais aussi sa date de naissance. Il est évident qu'il y a des homonymes et donc il ne faut pas confondre les patients. Et donc, il faut également le numéro de dossier du patient. Dans les comptes rendus du ça aussi, on rajoute le sexe. Je pense que c'est le cas dans à peu près tous les documents. Qu'est-ce qui va apparaître dans cette première donnée administrative? Ben, simplement la date de l'opération, et en général la date à laquelle est dicté le compte rendu, dans l'idéal. Il faut essayer d'éviter de dicter son compte rendu à un autre jour. Et la date de finalisation du document. Et par exemple, là, vous voyez que c'est un exemple d'un patient que j'ai opéré et sur lequel j'ai fait mon compte rendu opératoire au mois de mai. Et il a été définitivement validé qu'en juillet. Pourquoi? Parce que il est dicté en mai, il est corrigé, puis après il faut des validations administratives. Et donc là, ça a un petit peu traîné. On a également le nom de la secrétaire, mais en tout cas, la date de la dictée est très importante par rapport à la date du compte rendu, puisqu'il faut qu'on ait en mémoire exactement les données de l'opération. Et il n'est pas question de dicter un compte rendu 3 mois après l'intervention, sinon on a un petit peu oublié les éléments principaux constitutifs de cette intervention. Il faut également indiquer la nomenclature des actes opératoires et le diagnostic. On va avoir parmi ces données administratives l'identification des opérateurs. Les opérateurs, ça inclut tous les opérateurs, c'est-à-dire qu'il y a l'opérateur principal, mais il y a aussi l'interne. S'il y a des chefs de clinique ou des assistants, c'est très important qu'ils figurent dans ce compte rendu. Il ne faut pas oublier qu'il faut une cohérence entre le compte rendu opératoire et le compte rendu des fiches de bloc. Et donc, on ne peut pas masquer des choses qui ne nous arrangent pas. Par exemple, un interne qui sort de garde et qui n'aurait pas dormi ne doit pas être au bloc opératoire, puisque sinon, le directeur de l'hôpital peut être
incriminé, il peut y avoir des soucis. Les opérateurs ont un repos de sécurité obligatoire dans les interventions. Et donc, il faut bien mettre le nom de tous les assistants et ne rien cacher, ne rien masquer et être très transparent là-dessus. Il y a le nom de l'anesthésiste, parfois il y a même le nom de plusieurs anesthésistes pour les interventions qui sont un petit peu longues. Il faut un titre. Et dans le titre, on va essayer d'être le plus exhaustif possible sur les gestes principaux réalisés. Évidemment, il ne s'agit pas de noter point par point tout ce qu'on va faire, mais il faut quand même essayer de résumer à peu près les gestes réalisés afin qu'on puisse d'emblée, dès le titre, avoir un maximum d'informations. Vont se présenter ensuite les données médicales. Parmi ces données médicales, il faut donc, on l'a dit, le titre de l'intervention avec les actes les plus importants réalisés. Il ne s'agit pas de découvrir au milieu du texte que vous avez enlevé un bout de grêle, en plus un bout de colon. Il faut que ça figure dans le titre parce qu'on n'a pas toujours le temps de lire les interlignes. Et donc, tous les actes importants doivent être marqués, donc on le répète, dans le titre. Il faut bien marquer l'heure de début et de fin d'intervention. Ça paraît simple, mais la durée de l'intervention, c'est capital. C'est une information extrêmement importante, que ce soit pour l'administration et l'organisation du bloc, ou pour l'aspect de mise en condition et de savoir si cette opération a été compliquée ou pas compliquée. Les durées moyennes d'intervention sont connues pour une colectomie, une hépatectomie, etc. Et si on dépasse cette durée moyenne d'intervention, en général, il y a des explications qui vont avec et qui vont être assez importantes à notifier. On met également dans l'introduction les éléments cliniques, biologiques, radiologiques qui ont motivé l'intervention. Éventuellement, on précise s'il y a eu des repérages préopératoires. Là, c'est surtout pour la chirurgie scénologique, par exemple, où il peut y avoir des ganglions sentinelles réalisés. Il faut le marquer effectivement dans le compte-rendu opératoire. Dans l'introduction, on va également mettre l'état du patient avant l'intervention. Notre compte-rendu est détaillé. Ce n'est pas du tout pareil d'opérer quelqu'un en urgence qui est en choc septique et qui a une péritonite catastrophique, ou les opérations qui sont dans un environnement qui est prédéfini, calculé, etc. Donc, on note bien l'état du patient avant l'intervention. S'il était fébrile, s'il y avait des complications, quel que soit le motif, il faut être assez précis. Et puis, évidemment, pour éviter d'avoir des ennuis, il ne faut pas oublier de faire la checklist. Et comme partout en médecine, mais pas que en médecine, c'est pas tout de faire les choses, mais il faut écrire ce qu'on a fait. Parce que parfois, on a l'impression que les choses sont évidentes, et en fait, elles ne le sont pas. Et donc, la checklist au bloc opératoire, avant l'incision, c'est le partage entre l'anesthésiste et le chirurgien des éléments d'information particuliers. Le chirurgien va confirmer qu'il a eu toutes les données nécessaires à la prise en charge du patient, et l'anesthésiste va revérifier et va informer à nouveau le chirurgien d'un éventuel risque cardiaque, risque pulmonaire, des anticoagulants qui ont été arrêtés ou pas arrêtés, pour être sûr qu'on ne découvre pas pendant l'opération que finalement il y a des traitements en cours qui ne devraient pas, etc. Ça peut changer éventuellement la technique opératoire. Un patient sous anticoagulant, quand on n'a pas le choix, on sait que ça va saigner un petit peu, que ce sera un petit peu plus long. C'est important de le partager. De la même façon, si vous avez une opération prévue avec un risque hémorragique parce qu'il y a une section vasculaire qui est prévue, en général, vous avez prévenu votre anesthésiste en amont, mais il ne faut pas oublier que les informations se perdent dans les dossiers parfois. Vous n'avez pas forcément l'anesthésiste à qui vous avez téléphoné. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas là, qui sont malades, qui sont arrivés en retard. Et donc, si vous avez un risque hémorragique, c'est l'occasion, la checklist, de le repréciser à l'anesthésiste et de revérifier avec lui qu'il a le matériel pour transfuser le patient, prendre en charge un choc hypovolémique qui a une hémorragie, etc. Et que donc la banque du sang est prévenue et tout ce qui va avec. Donc, cette checklist est impérative. Il faut la faire bien.
Et il faut bien noter qu'on l'a fait, puisque sinon c'est opposable. Hein. Une checklist, même si on l'a faite, si on n'a pas dit qu'on l'avait fait, ben, 3 mois plus tard, notre parole ne comptera pas pour grand-chose. Et donc c'est très important de tout noter. Il y a eu des exemples, par exemple, de checklists pas très bien faites, pas très codées ou incomplètes. J'ai le souvenir, il y a quelques années, où j'étais interne d'une patiente, pas à Gustave Roussy, et je ne donnerai pas d'exemple, mais opérée du mauvais côté pour un cancer du sein. La checklist avait été faite, mais ce n'était pas correctement rempli, on ne sait pas trop bien à quelle heure, etc. Et évidemment, là, on s'embarque dans des ennuis. J'étais pas là ce jour-là, à ce bloc-là, mais je sais qu'il y a eu quand même beaucoup de discussions légitimes autour de ce genre d'événements qui, fort heureusement, sont exceptionnels. Qu'est-ce qu'on va mettre aussi? On va mettre le mode d'anesthésie. Ben, c'est pas pareil de faire une intubation orotrachéale pour un patient sous anesthésie générale que de faire une anesthésie loco-régionale. Et parfois, on peut combiner un peu toutes ces anesthésies. Il y a des patients qui sont sous anesthésie générale, mais qui ont en plus des péridurales pour aider la diminution de la douleur au réveil. Et donc, tout ça est assez important à noter. Et ce ne sera pas du tout les mêmes séquelles attendues post-opératoires ou père-opératoires d'ailleurs. Donc c'est très important de noter ça. Alors la position chirurgicale, la position du patient. Là, par exemple, je vous ai mis un exemple de patient opéré en chirurgie robotique. En chirurgie robotique, quand on fait la chirurgie du rectum, les patients ont de façon standard chez nous un Trendelenburg à 10 degrés, un roulis à droite à 10 degrés. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir de temps en temps au réveil des complications et des troubles de la posture avec des positions qui ont été mal tolérées par le patient. Quand on a la tête en bas, on peut se réveiller, par exemple, si on a la tête en bas pendant très longtemps avec un visage un petit peu gonflé, ça, c'est pas très, très grave, mais on peut avoir des soucis. Il y a des patients qui ont des fluidites après les opérations quand elles sont trop longues. Et donc, la position peut nous aider à trouver une explication à certaines complications post-opératoires. Donc ça, c'est médico-légal. Hein, il est très important d'indiquer comment le patient était installé et pour combien de temps. On va bien sûr préciser la voie d'abord chirurgicale. Je dis bien sûr, puisque tout ce qui est évident là aujourd'hui est parfois oublié dans les comptes rendus. Donc, la voie d'abord chirurgicale, ça veut dire on fait une laparotomie ou une célioscopie, voire une chirurgie robot-assistée, mais ça ne suffit pas. On peut avoir une laparotomie médiane, avec une incision au milieu du ventre, une laparotomie transverse, une incision sur le côté. On peut avoir des incisions multiples, avec une incision dite de Mercedes, c'est-à-dire que quand c'est une très grosse tumeur, on fait de très grosses incisions, à la fois médiane et à la fois transversale. Et donc, dans le compte-rendu opératoire, il ne suffit pas de dire qu'on a fait une laparotomie, il faut préciser quelle est la voie d'abord de cette laparotomie. Ça peut aider aussi, non seulement à la lecture de compte-rendu, mais quand 10 ans plus tard, on nous demande notre avis sur un dossier de patient, si on n'a pas vu le patient, ben, c'est très important d'avoir sur le compte-rendu opératoire les détails et les incisions réalisées. Et puis, quand on met des incisions de trocar par laparoscopie, c'est pareil, ces incisions sont petites, elles font moins de 1 cm, mais néanmoins, il faut préciser où on les positionne. On ne dit pas juste je fais des incisions par laparoscopie, ça suffira. Idéalement, on peut même faire une laparotomie, par exemple, dire que la laparotomie est au-dessus de l'ombilique, au-dessous de l'ombilique, à cheval sur l'ombilique, ou qu'elle est carrément xiphopubienne, elle va du haut en bas de la pupille. Ça peut être des exemples de précision importants. Et finalement, l'élément clé du compte-rendu opératoire, vraiment clé, c'est le descriptif, une fois qu'on a réalisé l'incision, de l'état pathologique et des lésions rencontrées. Il va falloir détailler avec précision si l'abdomen était libre de toute adhérence et donc de toute cicatrice infra-abdominale, ce qui est le cas quand les malades n'ont jamais été opérés, par exemple, ou s'il y avait des complications ou des difficultés particulières. Vous savez que quand on ouvre un ventre qui a déjà été ouvert, il y a des cicatrices dans le ventre.
l'intestin peut être extrêmement collé et la libération de ces anses intestinales peut être difficile. Difficile, ça veut dire qu'elle peut être même impossible, ou alors engendrer des plaies digestives tout simplement avec cette dissection. On ne peut pas en vouloir à un chirurgien de faire des plaies digestives si la dissection est extrêmement difficile, encore faut-il que ça a été décrit. Sinon, c'est incompréhensible, on ne peut pas se retrouver avec des complications inattendues si on n'avait pas précisé un petit peu les soucis qu'on a pu rencontrer. Donc, on décrit les lésions, à la fois l'état intra-abdominal de la dissection, est-ce que l'abdomen est facile à aborder ou pas, mais après, dans le cas de tumeurs, puisque là on parle de chirurgie digestive, c'est pas forcément des tumeurs, mais on décrit la tumeur, quelle taille elle fait, est-ce qu'elle est grosse, est-ce qu'elle envahit d'autres organes. On va essayer de décrire également est-ce que quand on fait l'exérèse, cette exérèse est complète ou partielle. Et puis, on va aussi préciser les gestes opératoires qu'on a fait, mais aussi ceux qu'on n'a pas fait. C'est-à-dire que si on ne peut pas faire ce qui était prévu, ou si il aurait été bien de faire une exérèse totale, mais qu'on n'y arrive pas parce que la tumeur est collée au vaisseau, etc., eh bien, il faut que ce soit bien précisé pour qu'après coup, on n'ait pas des velléités de réopérer le malade en se disant on va faire mieux la prochaine fois, par exemple, si ce n'était pas possible et que c'est clairement décrit, ben, il sera clair et définitif que ça n'est pas possible. Il faut éviter d'avoir des doutes sur ces descriptions. Afin de régler un peu certains problèmes, il existe des classifications pour décrire les éléments intra-abdominaux dans certains cas. Alors, il n'y a pas de classification pour tout, mais l'avantage de ces classifications, c'est qu'elles sont reproductibles. Et par exemple, quand on fait une célioscopie exploratrice pour décrire des lésions de carcinose péritonéale, il y a une classification qui s'appelle le PCI, l'index péritonéal, qui a été décrit par un chirurgien il y a longtemps, qui s'appelle Sugar-Baker. Je vous l'ai mis en haut, et en fonction de la taille et du nombre des lésions et de leur localisation, on va donner des points, et à la fin, on établit un score de PCI. Pourquoi c'est important? Parce qu'il est très fréquent à Gustave Roussy, où on traite beaucoup de carcinose péritonéale, qu'on ait des patients qui arrivent avec une célioscopie qui dit ben, il y avait de la carcinose, il y avait des petits nodules, et donc on vous l'envoie. Sauf que c'est très très insuffisant dans ces cas-là. Et si le chirurgien n'a pas bien décrit les lésions, parfois même s'il n'a pas utilisé le score, s'il est très précis, on va pouvoir le retrouver. Mais si on ne peut pas, on se retrouve parfois à réopérer le malade pour refaire une célioscopie alors qu'elle vient d'être faite, simplement parce que les descriptions ne sont pas suffisantes. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, quand il y a des classifications qui existent et sont validées, il faut les utiliser. De la même façon, dans les tumeurs du rectum, on ne dit pas le patient a une tumeur du rectum. Ce patient, il a une tumeur du haut rectum, du moyen rectum ou du bas rectum. Ce n'est pas la même prise en charge, ce n'est pas la même maladie. Et donc, il faut être extrêmement scientifique et donc extrêmement précis dans ce qu'on décrit. En général, plus le compte rendu est précis, plus ça sous-entend quand même que le chirurgien est spécialiste dans son domaine, puisqu'il est censé connaître et anticiper les questions qui pourraient se poser ultérieurement. Qu'est-ce qui va se passer? On aura aussi une description des gestes qui ont été effectués. Finalement, c'est parfois cette partie-là qui est un petit peu standardisée parce que pour une colectomie, on fait toujours un peu les mêmes gestes et toujours un peu dans le même ordre. Et donc, la partie des gestes effectués est parfois déjà un petit peu prédéfinie, si je peux dire, et on remplit un peu les cases à cocher. C'est du coup un peu moins critique pour nous dire que les descriptions des lésions qui, elles, sont vraiment dépendantes des patients un par un. Néanmoins, on décrit les temps opératoires dans l'ordre de la réalisation et on les décrit étape par étape. Là, je vous ai mis des images, par exemple, d'un cancer du rectum. Un cancer du rectum, en général, on commence lorsqu'il s'agit de tumeurs du rectum par une dissection du périnée, donc parce qu'il s'appelle le temps bas. On n'aborde pas l'abdomen tout de suite. Et donc, on va disséquer la tumeur en utilisant des plans que je vous ai mis là,
on a des dissections intersphinctérielles complètes, intersphinctérielles partielles, ou alors des dissections sus-anales. Et donc ça, c'est très important d'être très précis sur le type de dissection qu'on va réaliser. Donc, on décrit bien le temps bas, on utilise bien à nouveau ces classifications pour décrire la localisation tumorale. Vous voyez que toutes ces tumeurs sont localisées au niveau du bas rectum, mais elles sont localisées au niveau du bas rectum à des distances variées du sphincter, et donc la conséquence chirurgicale sera différente. Et donc, normalement, la chirurgie du rectum doit être faite par des chirurgiens spécialistes du rectum qui sont capables de décrire et de vous dire exactement si cette tumeur elle était suprasphinctérienne ou si elle envahissait le sphincter externe. Une fois qu'on a fait le temps bas dans une chirurgie du rectum, on passe à la partie abdominale, en général par célioscopie, et on va réaliser le curage. Et donc ça, chacun des temps doit être séparé, identifié, pour qu'on puisse vraiment bien comprendre ce qui s'est passé. Sachant qu'en plus, d'un opérateur à l'autre, je vous ai donné cet exemple, il y en a beaucoup, on peut aussi effectuer ces chirurgies du rectum en inversant le sens de la chirurgie, en commençant par le temps abdominal et en terminant par le temps bas. Ça ne change pas grand-chose, mais néanmoins, ça peut être important pour reconstituer l'histoire et reconstituer ce qui s'est passé s'il y a des soucis. Quand on réalise des gestes, on le fait avec des instruments. Ces instruments peuvent être modifiés. Il y a plusieurs marques d'instruments, plusieurs façons de faire les agrafages. Et donc, c'est important de préciser quelle machine d'agrafage on va utiliser. Parce qu'en fonction des années, il y en a une qui est plus ou moins chère. On va utiliser celle qui a le meilleur coût-bénéfice. En général, elles sont très très fiables, hein, le sujet n'est pas là. Mais il faut quand même préciser quel type de matériel on utilise. Les sections intestinales, je ne sais pas si vous le savez, mais elles peuvent se faire par exemple, avec un double agrafage, section, c'est-à-dire que ces machines-là, elles permettent de couper de part et d'autre, d'agrafer de part et d'autre de l'intestin et de couper au milieu. Donc ça coupe sans avoir besoin d'ouvrir l'intestin. C'est assez magique. Et donc ça, ce sont des pinces qu'on dit GIA qui font un double agrafage et une section au milieu. On peut avoir des agrafages simple section, c'est-à-dire qu'on a une seule rangée d'agrafes sur ce type de pince, et on coupe avec un bistouri froid de l'autre côté, donc c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est agrafée, une partie qui est ouverte. Donc la contamination intra-abdominale n'est pas la même en fonction des pinces qu'on utilise, puisque dans un cas là, on n'a jamais ouvert le tube digestif, puisqu'on était agrafé de chaque côté. Ici, avec ce type de pince, on est obligé, il y a un côté qui va être ouvert. Ce n'est pas du tout les mêmes utilisations. C'est pas aujourd'hui, on ne va pas détailler dans quel cas on utilise quoi, mais en tout cas, c'est important pour les suites opératoires. Ces agrafeuses utilisent des chargeurs et des recharges. Et c'est bien de dire combien il y a de chargeurs et quelle taille de recharge. Normalement, les agrafeuses ont des hauteurs. Et donc, c'est comme pour agrafer à la maison des blocs de papier. On ne va pas prendre la même hauteur d'agrafe si on agrafe quelque chose d'un bloc très épais ou un bloc très fin. Et donc, de temps en temps, on peut attribuer certains soucis, ou en tout cas, on a essayé d'attribuer certains soucis chirurgicaux à éventuellement, ce n'était pas la bonne taille d'agrafe utilisée. Aujourd'hui, il y a des recommandations, mais pour montrer qu'on suit les recommandations sur la taille, on dit tout simplement, j'ai utilisé une GIA avec des agrafes bleues, vertes, ce que vous voulez. Et puis, il faut aussi dire en combien de fois on a coupé. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on sectionne, par exemple, un rectum en une fois, on a moins de complications post-opératoires que quand on a besoin de plusieurs chargeurs, plusieurs recharges pour sectionner le rectum. Et donc, s'il y a un souci, un expert peut regarder le dossier et regarder le compte-rendu opératoire en disant « Ouh là là, le rectum, il n'a pas été facile à sectionner, il y a eu besoin de 3, 4 agrafeuses parfois. » Alors qu'en théorie, l'idéal, c'est d'avoir un chargeur, maximum 2. Le rectum, ce n'est pas très large. Si on est au-delà de 2 chargeurs, c'est qu'on était dans une configuration compliquée. Et il ne faut pas tricher, c'est-à-dire qu'on ne nous reprochera pas tellement d'avoir une complication, mais par contre, si on a essayé de mentir et qu'on a dit on a utilisé 3 rangées d'agrafes et qu'à côté la ponceuse, elle en a noté 10 sur sa feuille, ça ne fait pas trop et ça ne fait pas très très sérieux.
Une fois qu'on a coupé l'intestin, puisque là j'ai pris l'exemple d'une colectomie, mais on va peut-être prendre d'autres exemples, il faut faire les sutures. Donc, il faut rétablir la continuité digestive. On a plusieurs façons de le faire. Je vous ai mis quelques exemples pour que vous ayez entendu parler des termes. Je ne sais pas si vous les connaissez déjà. Les anastomoses linéaires se font aux agrafeuses linéaires. C'est-à-dire que c'est la fameuse agrafeuse que je vous ai montrée tout à l'heure. Elle agrafe et elle coupe au milieu. C'est très pratique. Ça permet de faire une suture sans même le suturer de façon compliquée. Ça va extrêmement vite. On agrafe dans un premier sens longitudinal. Ça agrafe et ça coupe. Et on terminalise en faisant un coup d'agrafe dans l'autre sens. C'est une anastomose linéaire. On peut faire, dans d'autres cas, par exemple, sur le pelvis, là, on n'a jamais la place de faire une anastomose linéaire. On peut faire des anastomoses circulaires. L'anastomose circulaire, c'est qu'on a une pince particulière qu'on va mettre dans les fesses avec une enclume qui va se brancher en face. Et donc ça va rapprocher les deux extrémités. Donc l'extrémité colique où il y a l'enclume, l'extrémité rectale dans laquelle il y a la pince, elles vont se rapprocher et ça va à nouveau faire ce fameux geste de section après agrafage. Et donc on va réaliser la suture comme ça. Ça va agrafer et sectionner et donc on aura une continuité rétablie entre le côlon et ce qui reste de rectum. À part les agrafeuses, on a vu circulaire, linéaire, on peut bien sûr faire des anastomoses manuelles, auquel cas on précise avec quel fil, et on précise entre quels organes. Ces anastomoses, ces sutures, on les vérifie grâce à des tests pour vérifier que ces sutures sont étanches. Comment on fait pour vérifier que ces sutures sont étanches? Vous voyez là, on a la suture qu'on a réalisée. Là, artificiellement, l'intestin est coupé, mais évidemment en continuité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite sonde dans les fesses. On va boucher le côlon un petit peu en aval de l'anastomose et on va remplir ce côlon de liquide, souvent de la bétaline. Et donc, si la suture ne tient pas, le liquide il va fuir par la suture. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire que la suture n'est pas étanche. On n'a plus qu'à recommencer l'anastomose, ce qui n'est pas toujours très très facile. Surtout que vous voyez qu'on est dans le pelvis, c'est confiné, c'est pas facile. Ça, c'est les tests à la bétaline. On peut faire la même chose en faisant des tests à l'air, c'est-à-dire qu'on va remplir la cavité pelvienne avec de l'eau, on va prendre une seringue et puis on va remplir le rectum avec de l'air. Et c'est comme les tests avec les chambres à air de vélo. Si ça fait des bulles, eh bien, c'est qu'il y a un trou quelque part. Ça ne va pas faire des bulles. Ces tests, ils sont d'une fiabilité assez relative parce qu'en fait, le test à l'air comme le test à la bétaline, ça va démasquer une perforation sur l'anastomose assez peu fréquemment et en général, ça démasque les perforations quand elles sont grosses. Et le problème souvent, c'est que ces problèmes de suture, ces fissures anastomotiques, c'est sur des petits trous qui passent complètement inaperçus avec ces tests. Mais on les fait quand même pour des raisons de sécurité, plus souvent médico-légales. Les tests, je vous ai montré deux exemples de tests en cas de suture rectale, mais on peut faire aussi, par exemple, là, vous avez une suture digestive avec une suture de l'estomac. On a tubulisé l'estomac, là, c'est une opération de sleeve gastrectomie. Et donc, on peut mettre du bleu dans la sonde gastrique. Donc, le patient est endormi, donc il ne le voit pas, mais on met le bleu dans la sonde. Et on voit si le bleu reste dans le tube digestif ou si il sort à l'extérieur. C'est le même principe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aussi parfois, c'est qu'on va devoir laisser du matériel. Alors, ce matériel, il peut y avoir du matériel résorbable et du matériel non résorbable. Le matériel non résorbable est soumis à traçabilité. Vous savez bien, et vous avez tous entendu les scandales des prothèses PIP, les prothèses mammaires, qui finalement n'étaient pas de bonne qualité, ce qui était extrêmement décevant parce que je ne fais pas de chirurgie mammaire, mais elles étaient au toucher en résultat final pour les femmes initialement. C'était vraiment très prometteur et très sympa. On ne voyait pas vraiment bien les séquelles, et on n'avait pas une grosse ligne de la reconstruction. On avait
d'un résultat qui avait l'air relativement naturel. Le problème, c'est que ces prothèses de PIP n'étaient pas suffisamment étanches et qu'il y a eu des gels de silicone qui sont sortis des prothèses. Et donc, toutes ces prothèses PIP ont dû être retirées. Et les patientes ont eu évidemment gratuitement une deuxième opération avec un autre type de prothèse, un remplacement des prothèses PIP par d'autres prothèses. Toutes ces traçabilités sont évidemment incontournables. C'est comme dans le secteur alimentaire, ça a pu être réalisé que parce qu'on avait la liste des patients qui ont été opérés avec cette prothèse et qu'il y avait une trace dans le dossier du type de prothèse posée. C'est vrai dans l'alimentaire, c'est vrai dans la mécanique et dans beaucoup de choses. Donc, ces matériels, surtout s'ils sont non résorbables, sont traçables, sont notés dans le dossier. En général, une petite étiquette comme pour les vaccins qui est associée et qu'on colle dans le dossier. On le note. Les cathéters, on peut avoir avec des cathéters intra-abdominaux, que ce soit des cathéters de chimiothérapie intra-péritonienne, de chimiothérapie intra-hépatique. Tous ces cathéters, pareil, sont soumis à traçabilité et pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite, que les numéros de l'eau soient les bons, etc. Je conseille, alors là, c'est plutôt nous, on le fait quand même, que le matériel résorbable soit également noté parce que si on a un souci ou une question et qu'on doit faire un scanner au patient, le matériel le matériel résorbable, c'est toujours lentement résorbable, ça se résorbe dans quelques semaines. Et donc, on peut avoir des fausses images sur le scanner de quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est. Et c'est en fait, souvent, alors elles ne sont pas marquées, hein, mais on a un aspect de. Ça donne une impression qu'il y a un petit abcès, par exemple, alors qu'en fait, c'est simplement une mèche de suricelle qui avait été mise pour éviter l'hémorragie ou pour limiter un petit saignement existant. Et donc, on peut être faussement inquiet, alors qu'en fait, c'est juste cette petite boule de coton qui est là pour empêcher que ça continue à saigner. Donc, tout le matériel doit être décrit et tracé. Il faut aussi bien noter les prélèvements réalisés. Quand on fait de la chirurgie en urgence, on fait des prélèvements bactériologiques pour savoir si la péritonite était toujours d'origine bactérienne, mais quel était le type de flore bactérienne qu'il y avait retrouvé en intra-abdominal. Je dis bactériologie, mais en fait, ce n'est pas que les bactéries. Hein. On peut retrouver aussi les champignons dans les prélèvements de patients opérés pour péritonite. Et donc, on utilise des tubes pour cette bactériologie. Ces tubes, on peut prélever à la fois de l'acide, du liquide qui était dans le ventre, on peut prélever du pus, on peut prélever de la bile, on peut prélever pas mal de choses. Et donc, non seulement il faut le prélever, mais en plus, il faut noter ce qu'on a prélevé. Ça peut paraître un peu idiot, mais parfois, on a des tubes et on a du mal à savoir. C'est assez fréquent, hein, ça dans la pratique courante. Et on n'arrive plus trop bien à savoir à quoi ça correspond et savoir si ce prélèvement correspond à le liquide qui était au niveau du pelvis, le liquide qui était autour du foie, si c'était un liquide qui était à l'intérieur du poumon. Donc, quand il y a plusieurs prélèvements, il faut vraiment bien les éditer et c'est mieux dans la podcast. On peut aussi réaliser des analyses extemporanées quand on n'est pas sûr que les lésions observées soient de la tumeur, par exemple. Pour noter les pièces extemporanées, elles sont envoyées au labo, elles sont incluses en paraffine et après elles sont coupées et ces lames de paraffine sont lues en direct par l'anapalas. Vous voyez bien donc que ce processus prend environ une trentaine de minutes et n'est pas lié à l'inefficacité de l'anatomopathologie. Il faut que le prélèvement que vous avez fait au bloc arrive au labo, soit inclus dans la paraffine, soit tranché et soit libre. Il faut donc en moyenne une demi-heure pour avoir les résultats d'une analyse extemporaire. Une demi-heure, ça marche bien. Et c'est souvent ça qu'on a dans notre établissement. Il faut bien noter l'heure quand même à laquelle vous avez envoyé le prélèvement, parce que si vous ne recevez pas les résultats, et parfois c'est que le prélèvement n'est jamais arrivé au labo. Il peut y avoir des choses comme ça. Donc, on note bien l'heure pour savoir en combien de temps on a reçu l'analyse extemporanée, savoir si les délais correspondent. Il y a aussi la cytologie en cas d'acide. La cytologie, c'est d'aller récupérer des cellules dans du liquide. Le liquide d'acide, il peut être lié, puisque c'est la thématique cancéro,
il peut être lié à une sécrétion de cellules par les cellules tumorales. Et donc, dans ce liquide acide, il peut y avoir beaucoup de cellules tumorales qui flottent un peu, qui sont libres comme ça. Et donc, on va faire des cytologies pour confirmer que ce liquide est bien d'origine tumorale, puisqu'on peut avoir des acides inflammatoires, on peut avoir des acides chez les cirrhotiques, donc il y a d'autres causes d'acides. Donc, on n'hésite pas à faire une cytologie sur ces liquides acides. Et puis finalement, dans les prélèvements, l'un des plus importants, ça reste le spécimen opératoire que l'on va bien orienter. Orienter, ça veut dire que, en fait, que le prélèvement soit gros ou petit, il faut bien voir que l'anapathe, il va recevoir un gros paquet comme ça de tumeurs, et qu'il y a plusieurs façons de lui envoyer. Soit vous le mettez sur un liège bien étalé, bien joli pour le montrer, soit vous mettez ça dans une bassine et ça va être positionné dans du formol, c'est un peu tard, le temps que chacun ait le temps de s'en occuper. Et donc, si vous prélevez une petite pièce comme ça, par exemple, le carcinome épidermoïde autour de la marginale, moi non, c'était plutôt carcinome, une pièce de tumorectomie qui est près de l'aréole, et ben, si par exemple il y a de la tumeur ici sur la face interne, vous allez reprendre un petit peu au large de cette zone tumorale un peu de glande pour être sûr d'être passé à distance de la tumeur. Inversement, si on vous dit que c'est positif de ce côté-là, vous allez reprendre un peu de ce côté-là. Et si vous n'avez rien dit et que vous enlevez juste un bout et qu'on vous dit il y a un côté où c'est positif, ça vous fait une belle jambe, vous ne savez pas du tout quoi faire. Donc c'est fortement préférable d'enlever les pièces bien orientées de la même façon ici. Vous pouvez penser que les personnes ont l'habitude, parce qu'un rectum ressemble à un rectum, un peu aussi, mais la qualité de votre exérèse, elle est très importante. Et donc, c'est très important, si vous l'avez mis sur l'acte, vous avez pu identifier tous les éléments et montrer ce que vous avez en vous. C'est encore plus intéressant et plus important quand vous enlevez des organes de voisinage. Vous pouvez signaler, là, c'est l'urtère, j'ai enlevé un petit bout, parce que c'est pas forcément évident à reconnaître quand on reçoit une grosse pièce opérable. Enfin, l'intervention, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des stomies. Pas toujours, fort heureusement, hein. Évidemment, ça n'est pas une fin systématique. Mais on peut avoir à faire des stomies de protection ou des stomies définitives. Mais il faut préciser quel type de stomie, par exemple. Quand on enlève un morceau de côlon, on va avoir une stomie qu'on dit terminale, c'est-à-dire qu'on a le côlon qui s'arrête et il est en terminale au niveau de la peau. Les iléostomies de protection ne sont pas terminales. En fait, on a une suture ici en bas qui est fragile. On veut éviter que le caca ne passe au travers de la suture et donc on va dériver en amont les selles. Dans cette stomie, ce sera une iléostomie dite de protection. C'est une iléostomie transitoire qui va durer 5 semaines en général. Et c'est une iléostomie qui est le plus souvent faite en canon de fusil, c'est-à-dire qu'il y a les deux extrémités de l'intestin grêle qui sont dans la stomie, ce qui va permettre de la fermer d'autant plus rapidement. La fermeture, on met environ 30 minutes pour fermer une iléostomie. Et il peut y avoir des iléostomies terminales. Quand il n'y a plus de côlon, parfois on est obligé de faire des colectomies totales et donc on est sur une iléostomie terminale, par exemple, dans cet exemple. Il y a beaucoup d'exemples, mais en tout cas, c'est important de comprendre les termes parce que sinon, c'est un peu le flou et on ne sait plus du tout comment prendre en charge le maladie. Évidemment, il y a des drainages dans certaines opérations, pas toujours, mais en chirurgie digestive, il peut y avoir des drainages par la sonde gastrique. Il peut y avoir des drains qui sortent par le ventre. Il peut y avoir des sondes urinaires, par exemple, qui font partie du drainage. Tout ça n'est pas mutuellement exclusif, mais si votre patient, par exemple, va en réanimation et que vous ne dites pas au réanimateur où sont les drains, ils vont être bien en peine de comprendre ce que vous avez fait, ce que vous avez mécollé, ce qu'ils sont censés surveiller. Un drain pour une chirurgie du rectum en pelvis, il donne entre 50 et 100 millilitres par jour, on va dire. Ça, c'est un drain normal. Si vous le mettez en hypocondre droit, l'opération n'a pas concerné l'hypocondre droit, donc il n'y a aucune raison de le mettre là-haut, il ne devrait y avoir aucune sécrétion. Donc, selon l'endroit où c'est positionné, on est plus ou moins inquiet de ce qui va couler, le but étant de faire sortir au maximum les sécrétions inflammatoires et d'infection. Donc, on prévient notamment le patient qui va avoir des drains.
et on fixe bien ses bras à la peau pour éviter que ça se dévisse. En fin d'intervention, on a des choses qui restent intéressantes. C'est comment faire la ponévrose. Alors, il peut y avoir des éviscérations, des éventrations, des choses comme ça. C'est quasiment inévitable. Alors, ça ne veut pas dire que 100% des patients vont le faire, mais ça veut dire que même si vous fermez bien la peau, il y a 10-20% des patients qui vont faire une éventration. C'est néanmoins important de préciser comment vous avez fermé, si vous avez fermé avec un surjet, si vous avez fermé avec un fil séparé, si vous avez fermé avec un fil monobrin, avec un fil. Voilà. Et donc, le type de fil va être important. De la même façon, donc ça, c'est la fermeture pariétale. Et puis, vous allez préciser la même chose sur la fermeture cutanée. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre interne, quand il fait les papiers de sortie, il a peut-être regardé la cicatrice les 3 premiers jours, puis il a peut-être oublié les fois d'après. Il ne faut pas oublier d'enlever les fils anti-inflammatoires. Et donc, on a des patients qui se trouvent avec des fils non enlevés parce que c'était pas clair dans le compte rendu, que l'interne n'a pas eu le temps et qu'on n'a pas fait les implantations de fibres. Voilà. Donc, très important aussi de dire comment on fait. Il faut compter les textiles. C'est une évidence, mais parfois on oublie des compresses, il y a même des oublis d'instruments intraveineux. Ça arrive de moins en moins, puisque de moins en moins on fait des chirurgies ouvertes, on fait des chirurgies en laparoscopie ou en chirurgie robotique le plus souvent. Donc là, on a moins de chances de perdre des textiles, puisqu'on en met moins. Néanmoins, ça peut arriver. Vous avez là une caricature de patient qui avait finalement une pince dans le ventre. C'est une caricature, mais c'est une réalité, c'est arrivé et ça continue à arriver de façon très, très exceptionnelle. Mais bon, c'est pas chouette d'avoir une compresse dans le ventre ou une pince à la fin de l'opération où on compte les textiles. C'est pas complètement, ça ne suffit pas complètement à éviter les problèmes puisque la plupart des textilomes que l'on retrouve sur les radios de contrôle sont faites alors que les données du compte rendu opératoire sont déclarées justes. Les comptes sont déclarés justes. Donc on dit que le compte est juste, et en pratique, il l'était probablement pas. Mais bon, ça aide à quand même éviter les gros gags. On va probablement encore plus de problèmes si on les comptait pas. Si on ne trouve pas, je vous ai mis un dessin un peu caricatural, mais presque on compte pas, on trouve pas au comptage, et ben vous voyez que le chirurgien s'y colle, on la cherche partout. On va chercher dans le ventre, mais si on ne la trouve pas dans le ventre, souvent elle est dans les poubelles mal cachées, mal rangées. Et ben tout le monde s'y met, mais on ne ferme pas un malade si le compte des compresses n'est pas bon. Et si vraiment, 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 on ne trouve toujours pas, ben on fait une radio. Il peut y avoir d'autres spécificités. Alors, par exemple, dans la chirurgie hépatique, on peut avoir besoin de faire du clampage, c'est-à-dire qu'on va bloquer l'afflux sanguin dans le foie en bouchant le pédicule hépatique. Et ça va permettre de faire en sorte que la chirurgie saigne moins, puisque le foie n'est pas vascularisé pendant la dissection. Il est important de noter dans ces cas-là la durée et la fréquence des clampages. Il faut également marquer en fin d'intervention, donc outre la durée, les saignements qui ont été observés et le nombre d'unités de transfusion éventuelles qui ont été réalisées. Petite spécificité des essais cliniques. Quelques essais cliniques concernent les opérations. Et dans ces cas-là, il faut que l'opérateur ait lu les questionnaires qu'il va devoir remplir avant d'aller au bloc. Parce que, par exemple, on a actuellement un essai qui s'appelle Fluocol, qui teste la fluorescence au beurre d'anthocyanine des parois digestives. Et parmi les questions, il y a en combien de temps le côlon s'est-il coloré grâce à ce fluorophore? Et bien, si vous ne l'avez pas noté dans le compte rendu, si on vous demande ça 15 jours après, vous allez répondre n'importe quoi. Donc, les patients qui sont dans les essais cliniques, parfois, ont besoin d'avoir une précision dans les CRF qui vont au-delà de ce que vous avez fait. Quelques aspects juridiques. Un CRO peut être complété ultérieurement, seulement si vous avez oublié de mentionner des éléments d'importance en validant un compte rendu pré-rempli un peu activement.
Mais cette modification doit avoir un but médical, elle doit être datée et horodatée et signée par l'auteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une modification sans prévoir et sans prévenir qu'on a fait une modification. Elle doit intervenir dans un délai raisonnable pour que la mémoire de l'opérateur ne puisse pas être évoquée devant un expert. Parce que souvent, c'est ce qui est fait, c'est il y a une complication chirurgicale, le patient porte plainte et le chirurgien va voir et dit « Ouh là là, je n'ai pas précisé ça ». Mais ça, on ne peut pas le faire comme ça. Donc, si c'est trop loin, trop tard, on n'a pas forcément le droit de toucher le compte rendu, donc on prévient et on note toutes les modifications qui ont été réalisées. Chez nous, c'est simple, avec le aussi, c'est informatisé, donc on ne peut pas modifier les comptes rendus sans implémenter un nouveau compte rendu et donc ce sera marqué de toute façon. D'autres petits aspects juridiques, la Cour de cassation, elle a précisé dans sa jurisprudence que si on atteint, si le chirurgien blesse un organe ou blesse un tissu, on peut écarter la faute du chirurgien direct s'il y avait un risque inhérent à l'intervention qui ne pouvait pas être maîtrisé et qui relevait de l'aléa thérapeutique. En d'autres termes, si le chirurgien se retrouve dans un abdomen catastrophique, déjà disséqué, extrêmement compliqué à disséquer, et qui prend toutes les précautions voulues, s'il fait une plaie de l'urtère, par exemple, ce qui peut être une chose souvent, ça n'est pas le chirurgien qui va aller en prison, ce ira peut-être devant une commission qui relève de l'aléa thérapeutique, parce que l'aléa thérapeutique, c'est assez vaste comme méthode de prise en compte des problèmes. Mais en tout cas, on écartera la faute chirurgicale. Donc, il faut que l'atteinte par le chirurgien d'un organe ou d'une partie du corps, elle peut être fautive, sauf s'il prouve que l'anomalie rendait inévitable la survenue de ce risque. C'est une autre façon de formuler ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, la maladresse du chirurgien, qui pouvait être établie comme un caractère fautif il y a quelques années, n'est plus un caractère fautif. Un chirurgien peut être maladroit, entre guillemets, c'est pas qu'il est maladroit, mais peut abîmer un organe connexe si son risque était connu, si le patient a été prévenu, et si le praticien a fait toutes les précautions nécessaires pour éviter la survenue du risque. C'est pour ça que la description des lésions et des gestes effectués est si importante. Voilà, je vous ai dit un peu l'essentiel de ce qu'on pouvait trouver dans les comptes rendus, en restant dans les temps, et je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Léonore pour ta présentation qui était très claire et très précise. En attendant pour le moment, je ne vois pas arriver de questions. En attendant que quelques questions tombent, j'en ai une. On voit parfois souvent des informations comme R0, R1 qui apparaissent. Est-ce que c'est une obligation de le mettre dans le compte rendu opératoire ou est-ce que c'est une information qu'on retrouve ailleurs lorsqu'on la recherche dans le cadre d'un essai clinique, par exemple? Alors, R0 ou R1, non, le chirurgien doit préciser le caractère complet macroscopique de sa rélection. Et donc, ça concerne plutôt le R2, si je puis dire. C'est-à-dire R2, c'est on laisse un résidu macroscopique et ça, on précise. On l'a dit tout à l'heure, on dit si on a fait une exérèse complète ou pas macroscopique. Okay. Le R1, c'est une exérèse incomplète microscopique. Et donc, par définition, c'est pas le chirurgien qui a même, et si par extension, il dit je suis R0, en pratique, c'est parce qu'il est tellement passé au large qu'il est sûr qu'il n'a rien laissé. Mais en vrai, le R0 vrai, c'est plutôt sur le compte rendu à impact. Ok. C'est pas le chirurgien qui est censé dire R0. Le chirurgien, il dit j'ai tout enlevé ce que je vois. Donc je suis Ok. résection macroscopiquement complète, le reste, c'est l'anapathie. C'était ma question. C'était effectivement de savoir où on collectait cette information et c'est plutôt du compte rendu à la patte, même si on le retrouve dans un CRO
de Tu chirurgie. vas avoir une première indication de je suis passé très près ou pas, mais là, il y a la preuve, la vraie preuve et la vraie réponse, c'est l'anatomie. Ça marche, merci. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. On était jusqu'à 90 personnes connectées. D'ailleurs, je vous remercie tous d'avoir participé à cette session. Je ne sais pas si d'autres personnes, peut-être... Ah, c'était très clair, on me dit. Donc, c'est parfait. On te remercie pour ta présentation. Et en tout cas, si vous avez des questions qui arrivent par la suite, n'hésitez pas à nous les poser. On les transmettra au docteur Benaïm, qui répondra avec grand plaisir. Je m'avance peut-être, mais je sais que tu es disponible. Pas de souci, oui, évidemment. Non, je vois pas d'autres questions. Merci pour la qualité de la présentation. Ok. Merci Léonore, merci à tous. On vous souhaite de passer une très belle journée. Bonne journée à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.